Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. La Russie semble avoir trouvé celui-là, ou bien notamment les forces, sinon les puissances qui sont donc derrière l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Ce qui se fait d'ailleurs savoir, c'est que mardi, donc ce jour, le porte-parole notamment du Kremlin l'a fait savoir à la presse. Selon bien sûr ce dernier, Dmitri Peskov, il est question que le Kremlin dispose notamment de tous les renseignements possibles sur les preuves, suggérant que l'attaque a été dirigée et coordonnée par des militaires spécialistes britanniques, mais quelque part aussi peut-être sous fond notamment d'une main américaine qui aura donc fait en sorte que ce sabotage là aujourd'hui qui met pratiquement en péril, sinon rend la vie difficile entre la Russie et les pays d'Europe qui sont aujourd'hui coupés par la diffusion de ce gaz. Nous tentons donc de comprendre cette situation et puis l'actualité au moment où la Russie de façon claire accuse donc le Royaume-Uni d'avoir dirigé et coordonné ces explosions. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui devrait forcément arriver? Que peut-on concrètement attendre de cette situation? Est-ce qu'elle va davantage corser les relations entre la Russie, l'Europe, sinon la Russie et le Royaume-Uni, ou encore moins peut-être la Russie avec les États-Unis qui sont perçus comme notamment les mains étrangères qui auraient orchestré tout ce travail réalisé donc par le Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, voilà la thématique de l'info à chaud, édition du 1er novembre 2022, l'an de grâce. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. C'est presque officiel, puisque d'ailleurs il a eu à le faire, Dmitri Peskov, donc porte-parole du Kremlin, lors donc d'un point de presse, du moins face à la presse mardi, a annoncé que les Royaumes-Unis sont donc derrière l'explosion, sont les explosions des gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, ces pipelines gazoducs qui conduisent donc le gaz de la Russie pour l'Europe et puis le reste du monde. Aujourd'hui, pratiquement, c'est devenu difficile de vivre dans le côté européen, et ce qui a fait en sorte que Kremlin, depuis lors, n'a plus bougé un petit doigt, tout simplement, laissant l'impact, sinon les conséquences, être beaucoup plus perçu du côté européen. Qu'en sera-t-il donc de cette affaire, de cette question? Au moment où la Russie accuse le Royaume-Uni, nous avons donc comme invité particulier de ce jour le directeur de publication, Pierre Claver, qui est journaliste panafricain, et également donc du journal Horizon Nouveau Magazine, dont il est patron, Africa First Cross News, et président de l'APEDA-APH, organisation de la société civile russo-camerounaise, donc dont le siège se retrouve entre Douala et Yaoundé, permettez de pouvoir le dire, parce que des fois, il y a ces manifestations qui le conduisent à Douala, d'autres pour lesquelles il est obligé de séjourner dans la capitale politique du Cameroun. Patrick, bonsoir. Bonsoir Florent, bonsoir aux téléspectateurs et téléauditeurs de For You Media Africa. Merci une fois de plus de m'inviter à ce grand repas de l'analyse de la géopolitique mondiale. J'espère que nos fidèles téléspectateurs de plus en plus s'intéressent à comprendre la marche du monde à travers nos modestes éclairages. On espère certainement qu'ils vont être des nôtres pour ce rendez-vous, d'ailleurs, lorsque le temps le fera. Les différents numéros par lesquels vous pourrez nous avoir au cours de cette émission seront bien sûr affichés au bas de l'écran, et en ce moment-là, nous nous chargerons de pouvoir les rendre pour ceux-là qui nous suivent via notamment le relais For You radio fréquence mégahertz 96.3, également sur notre plateforme de diffusion. Alors, nous venons à vous puisque nous avons évoqué une fois ici une thématique qui concernait toujours cette affaire de gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et on se plaignait justement de l'impact que cela avait eu sur le plan mondial, beaucoup plus d'Europe qui était en train de subir aujourd'hui, pendant qu'elle pensait qu'elle devait avoir un certain poids majeur sur la Russie. Au moment donc où nous trouvons
le Kremlin accuse de manière frontale le Royaume-Uni comme étant donc cette puissance-là qui a dirigé et coordonné l'explosion de ces gazoducs. Oui, ça ne devrait pas nous surprendre. Ce qui devrait nous surprendre, c'est de voir également à quel niveau, de découvrir que même les Occidentaux souffrent comment j'appelle ça, de Stockholm, non, je vais en revenir dessus. Bref, de voir également le syndrome de Stockholm, justement du syndrome de Stockholm, parce que avant je croyais que ce n'est que les Africains qui en étaient victimes, mais là on se rend compte que l'Europe occidentale, les populations de l'Europe occidentale et les dirigeants de cette partie du monde sont victimes du syndrome de Stockholm de la part de la toute puissante mondiale, c'est à savoir les États-Unis. Sinon on ne comprendra pas, on ne pourrait pas comprendre comment est-ce que quelqu'un peut se tirer une balle dans sa propre jambe, s'agissant justement de cette attaque terroriste des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Pourtant, c'est dans leur intérêt, c'était pas dans leur intérêt de les faire exploser, mais ils ont quand même réussi à participer au sabotage de ces gazoducs pour laisser libre cours aux États-Unis de leur vendre le gaz de schiste qui coûte 2, 3, 4 fois plus cher que le gaz naturel liquéfié dont ils sont dépendants vis-à-vis de la Russie depuis de très longues années. Malheureusement, cela arrive à l'approche de l'hiver. Or, l'hiver, l'Europe, c'est pas l'Afrique. En Afrique, on ne connaît pas l'hiver. Mais en Europe, l'hiver, c'est une période extrêmement difficile pour les pauvres surtout. Et personne ne peut nous contredire lorsqu'on sait qu'en Europe aussi, il y en a. Et ils sont d'ailleurs plus nombreux que les nantis, malgré tous les leviers mis en place pour essayer d'amortir le choc de la pauvreté de ce côté-là. Mais le gaz qui manquera abondamment, je crois d'ailleurs qu'il y a des villes comme Kiev et autres du côté de l'Ukraine qui ne sont plus alimentés à l'énergie électrique et ni à l'eau suite aux attaques, à la riposte des forces russes, aérospatiales russes hier, qui ont tiré 50 missiles en 30 minutes sur des installations stratégiques russes, des infrastructures d'énergie. Et le commandement en Ukraine. Donc vous comprenez que on se rend vraiment compte que les Occidentaux sont en train de se tirer une balle dans la tête, une balle dans le pied, et c'est dommage. Mais là maintenant, quelle sera la suite? On a le temps de débattre de cette question, mais nous pouvons quand même être flattés que nous ne sommes pas du tout les seuls à être considérés comme les tiers-mondistes. En Europe, il y en a aussi des pays qui sont des tiers-mondistes. Voilà, vous avez évoqué, et dans votre analyse, on comprend clairement que vous avez souligné ou désigné les États-Unis comme étant notamment la même manipulatrice. Comment en est-on arrivé pour que le Royaume-Uni se retrouve manipulé par les États-Unis afin de venir faire échouer un pipeline gazoduc qui conduit plutôt le gaz de la Russie vers l'Europe pour leur propre alimentation et pour leur bien-être? Oui, c'est pour ça qu'il parle du syndrome de Stockholm. Parce qu'on réalise, vous et moi, qu'il n'y a pas que les Africains qui se soumettent à la tutelle du maître. Les États-Unis sont le maître de l'Europe occidentale, et ça c'est de notoriété publique. Et pire encore, la Grande-Bretagne, qui a une histoire assez controversée vis-à-vis des États-Unis. Et la Grande-Bretagne est pratiquement aux ordres de l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis. Je crois d'ailleurs que selon certaines informations qui circulent sur cette question, on a retrouvé un drone sous-marin américain, la Suède a retrouvé un drone sous-marin américain qui n'a pas explosé. Or, ils avaient refusé. L'OTAN avait refusé d'associer la Russie dans les enquêtes, mais malheureusement, même l'Occident se rend compte que certains pays se rendent compte qu'ils se font mener par la barbichette, par les États-Unis, et sans doute certaines populations occidentales commencent déjà à crier leur ras-le-bol vis-à-vis de leurs gouvernants. Vous avez remarqué, d'ailleurs, ces derniers temps, le président français Macron ne fait plus trop de sorties, certainement. Il est en train de revenir sur terre, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il s'est retrouvé un peu comme un nègre des nuages, dans les nuages comme les nègres, comme un nègre tel que les Blancs, tel qu'ils nous considèrent, quoi. Donc, je crois que nous sommes en train de traverser une phase extrêmement délicate de l'histoire de l'humanité, une phase qui, malheureusement, ou alors heureusement, est pilotée
de main de maître par la Russie qui, on se rend compte, avait prévu tout le timing et aujourd'hui réagit en fonction de la pression, de l'intensité que lui impose le camp adverse, c'est-à-dire l'OTAN. Il n'y a donc pas de doute, nous en Afrique, on peut se servir du bois de chauffe qu'on peut aller ramasser dans les champs, mais en Europe, ce n'est pas du tout ça. Et ceux qui paieront le prix, ce n'est pas ceux qui habitent les châteaux, ou les grands hôtels en Europe occidentale. C'est ces peuples de campagne, ces populations des sous-quartiers de Paris comme de Bruxelles, comme de Londres. Ce sont ces populations qui sont la masse et ce sont ces populations qui sont visées dans la démarche américaine. Et je crois d'ailleurs que les Occidentaux ne sont pas aussi résilients que les Africains, qui ont déjà fait corps avec la pauvreté et la misère. Je pense qu'il y a de grands bouleversements qui sont en vue sur le plan même de la déstabilisation endogène des États occidentaux. Et d'ici l'hiver, le vrai hiver, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura de gros bouleversements en Occident, parce qu'aujourd'hui, ne demandez pas à la Russie d'aller réparer ces gazoducs. Ouais. Ne leur demandez pas cela. Mais je crois que ce matin, l'Arabie Saoudite ou alors le Qatar, un pays quand même du Golfe, a fait une sortie dans laquelle il s'est opposé contre l'imposition du prix du gaz russe qu'ils doivent leur livrer parce qu'ils ont gardé des rapports avec eux. Parce que maintenant, l'Occident, les pays de l'OTAN, l'Union européenne, sont obligés d'aller acheter le gaz russe en Inde, aux Émirats arabes unis et en Chine pour se faire approvisionner. Donc, vous comprenez que jusque-là, ce gaz russe qu'ils achètent et qui passait par les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, aujourd'hui, ne peut plus leur accéder. Et là, la Russie, tout ce qu'elle a à faire, c'est de lever les bras et de dire, écoutez, vous avez saboté les gazoducs et nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas à nous de les réparer, c'est à vous-même de les réparer. Et comme l'hiver est proche et l'hiver est là, à la porte, je pense qu'il faut simplement s'attendre aux conséquences désastreuses qui vont s'abattre sur les pays occidentaux d'ici que l'hiver arrive. Avant peut-être d'évoquer la question notamment celle de l'impact au cours de ce rendez-vous, je voudrais qu'avec vous nous comprenions, mon cher DP, est-ce qu'au-delà notamment des questions géostratégiques, on peut y mettre à côté des raisons économiques, le fait que les États-Unis viennent à manipuler le Royaume-Uni pour saboter ce qui leur sert notamment de fil conducteur afin de mieux être nourris ou de mieux se porter? Est-ce que la raison était toujours dans cette guerre à distance, le fait que le maître du monde, dit-on, des États-Unis, puisse donc avoir ce réel contrôle en termes notamment d'apport et encore soit de vente en commun de financement pour aider cette Europe qui est mal aujourd'hui et à qui on a proposé une stratégie de combat sans toutefois qu'elle se rende compte qu'elle pouvait en être victime? L'Europe, je disais tantôt que l'Europe s'est tiré une balle dans le pied. Les États-Unis les ont bien piégés. Les États-Unis, c'est l'impérialisme superlatif. C'est-à-dire, la société américaine est une société essentiellement impérialiste, des conquérants qui sont prêts à tout pour tirer la couverture de leur côté, même s'il fallait déchirer celle-ci. Et c'est ce que nous vivons au niveau de l'Europe aujourd'hui. Mais l'Europe n'a pas pris conscience. L'Europe n'a pas pris conscience pour pouvoir y opposer à ces démarches des arguments susceptibles de leur permettre de tenir bon vis-à-vis des États-Unis et par conséquent, l'Europe subit les États-Unis, et surtout dans le cadre de l'OTAN. Parce qu'en fait, à travers l'OTAN, c'est les États qui assurent la sécurité de l'Europe. Ça, les médias occidentaux ne le disent pas. Les accords sont tels que c'est les États-Unis qui assurent la sécurité de l'Europe, dans les pays membres de l'OTAN. Maintenant, pour assurer cette sécurité, il faut bien que les États-Unis se fassent beaucoup d'argent. Et pour se faire de l'argent, ils doivent créer des incidents. Ils doivent créer des incidents, parmi lesquels des incidents de nature, profiter des incidents comme la guerre en Ukraine pour bracher, pour s'approprier le marché de fourniture de gaz. Or, le gaz américain, c'est le gaz de schiste qui est essentiellement polluant et extrêmement coûteux. Mais comme ils en ont, et ils ont besoin d'un marché, ils imposent et profitent de la guerre en Ukraine pour essayer de souffler le marché à la Russie.
un marché qui rapporte énormément d'argent. Depuis le début de cette histoire, de cette crise ukrainienne, je vous ai rappelé dans le cadre de ce programme, et plusieurs fois, chaque fois, il faut faire très attention. Lorsque la Russie lance l'opération spéciale le 24 avril, les gens pensent que les Occidentaux pensent que, les médias occidentaux parlent d'une guerre éclair. Pourtant, la Russie n'a jamais parlé d'une guerre éclair. La Russie a présenté clairement ses objectifs, démilitarisation, dénazification et autres. C'était clair. Donc, tous ces objectifs, il fallait les atteindre. Les premières semaines, il y a eu des têtes de pont qui sont retrouvées presque aux portes de Kiev. Et après, ils ont replié. Et en repliant, ils ont verrouillé, ils ont créé une ligne de front qui leur permet de sécuriser la partie, les régions qui venaient d'annexer. Et aux dernières nouvelles, ils ont demandé aux populations de Kherson de vider, de s'en aller, parce qu'ils estiment que c'est là où il y aura le vrai combat de fin. Pendant ce temps, l'OTAN continue à fournir des armes à l'Ukraine. Or, ces armes n'arrivent pas toutes à destination parce que la plupart sont détruites, soit dans leur lieu de stockage, soit pendant le transfert sur des sites. Mais jusque-là, comme énivé, ou alors comme s'ils ont piqué une crise d'hystérie, les dirigeants européens ne comprennent pas une chose, que c'est le scénario qui a eu lieu à la Deuxième Guerre mondiale, où les plans Marshall ont été imposés aux pays occidentaux. C'est le même scénario que les États-Unis sont en train de développer, non seulement en faveur de l'Ukraine, parce que tout ce que les États-Unis donnent comme soutien, ils facturent ce soutien, et il doit être remboursé. Il sera remboursé par qui? Par les pays membres de l'OTAN. En plus de l'Ukraine, qui va désormais devenir une petite colonie, un département de l'OTAN, quelque part frontalier à la Russie. Donc, si les gens ne peuvent pas comprendre, les dirigeants occidentaux ne peuvent pas le comprendre et continuer à jouer le jeu américain, mal leur adviendra, puisque à un moment donné, ce ne sont plus les dirigeants occidentaux qui vont gérer le conflit, mais ce sont des populations, parce que d'ici peu, l'hiver commence, et en hiver, ce sera la souffrance. Et personne n'acceptera de souffrir pour faire plaisir à son dirigeant. Vous avez vu le cas de la Grande-Bretagne, où il y a un premier ministre qui est parti, un second, une dame est arrivée, elle est repartie, il y a un troisième qui est arrivé en l'espace de... Ça, c'est depuis le début des opérations spéciales russes. En Allemagne, c'est pratiquement le même scénario. En France, ça risque d'être pire. Parce que lorsque vous voyez les tendances des manifestations publiques qui ont lieu de ce côté-là, et que les médias occidentaux, français, naturellement, ne montrent pas, ne portent pas la connaissance des opinions, parce que c'est leur rôle de cacher ce qui se passe chez eux, mais de parler de ce qui se passe ailleurs. Vous êtes certain, moi je suis certain d'une chose, que cette guerre est en train d'annoncer la chute totale de l'impérialisme occidental. Et ça, Poutine ne l'a pas déclaré officiellement, mais ça fait partie de ses objectifs. Parce que lorsque vous suivez ses discours, depuis le début de cette opération spéciale, vous vous rendez compte qu'il parle beaucoup plus de justice et d'humanisme. Quand on parle de justice et d'humanisme, et quand on a des moyens de renverser la tendance, on s'en sert. Et c'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, les Occidentaux, c'est trop tard pour les Occidentaux de comprendre les enjeux. Pour une fois, moi je suis réconforté parce qu'ils n'ont rien compris, mais ils seront obligés d'être face à la réalité d'ici quelques mois. Quel que soit le temps que durera cette guerre, la Russie n'a jamais perdu une guerre durant depuis qu'elle existe, et la Russie ne la perdra pas. On se rappelle de la bataille de Waterloo, où la Russie a mis en déroute les forces de Napoléon. On se rappelle la deuxième guerre mondiale, où grâce à la Russie, les forces russes ont été les premières à entrer dans le bunker d'Hitler. Même malheureusement, les Occidentaux et leurs amis américains passent le temps à tronquer, à truquer l'histoire pour tromper, pour vivre du mensonge. Et ce mensonge est en train de les rattraper parce que personne, aucun média mainstream français ne peut dire la vérité à l'opinion française ni à l'opinion occidentale. Ce n'est pas BBC qui le fera, ce n'est pas CNN qui le fera. Il faudrait, heureusement qu'avec la propension des réseaux sociaux, on peut quand même être informé, même par des canaux informels. On a donc cette chance de pouvoir être en contact avec la réalité, non pas, comme c'était le cas il y a 10 ans,
à travers les médias occidentaux, mais à travers d'autres sources d'informations qui sont de plus en plus en train de se développer et de s'imposer. Je voudrais néanmoins, puisque ce sont ces questions de fond qui vont nous permettre de pouvoir attendre finalement la question de l'impact et puis de voir le changement de la géopolitique avec la fin de l'impérialisme que vous avez évoqué. Mais revenons quand même, parce que c'est quand même assez incroyable, D.P. Kodo, que vous ayez ce qui vous nourrit et que vous contribuez à ce que cela soit détruit. Vous avez parlé tout à l'heure du syndrome de Stockholm, comme quoi peut-être vous n'avez pas clairement apprécié la situation. Je voudrais savoir, de votre regard de journaliste panafricaniste et puis d'analyse, aussi étant quelqu'un qui s'occupe souvent des questions de consultation sur les médias ukrainiens et iraniens, quelle était la volonté, notamment pour ce qui est du Royaume-Uni, d'accepter, appelons cela comme ça, cette proposition américaine, aller saboter les gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2. Est-ce que derrière cela, on pensait toujours faire du mal à la Russie dans le cadre des sanctions, ou bien on se disait que les États-Unis, avec leur superpuissance mondiale, vont parvenir justement à prendre la cause européenne et qu'il n'y aurait pas à s'en faire pour ce qui adviendrait des conséquences? Oui, ça c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que, en fait, il s'agissait pour les saboteurs de faire porter le chapeau à la Russie. Mais malheureusement, les services spéciaux russes étaient en embuscade et ont pu dénicher. Et il y a des pays comme la Suède qui n'ont pas contribué, qui n'ont pas favorisé cette vision otaniste, quoi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le coupable est clairement identifié par les services spéciaux russes. J'ai encore que les commissions d'enquête mises en place par les États-Unis refusaient d'associer la Russie à ces opérations. Et ça démontre également à celui que la Russie dispose des moyens logistiques capables de faire des choses dont l'Occident ou alors les pays membres de l'OTAN ne s'attendaient pas. Parce que lorsque la Suède découvre un drone sous-marin qui n'a pas explosé à proximité de là où les gazoducs ont été sabotés. Les Russes avaient déjà l'information. C'est pour ça que depuis le début, les Russes attiraient l'attention de l'opinion mondiale pour leur dire, ben, attendez, il y a quelque chose qui se passe, nous on ne se reconnaît pas dans ce sabotage, et certainement ces gens avaient un agenda caché, et cet agenda caché c'était quoi? De faire porter le chapeau à la Russie pour diaboliser davantage Vladimir Poutine, que eux, ils présentent comme étant un dictateur, un sanguinaire, un génocidaire. Pourtant, le génocidaire, c'est eux. Parce que tu ne peux pas admettre, priver ton propre peuple d'une source d'énergie à une période cruciale comme l'approche de l'hiver. L'hiver en Europe, ça n'existe pas en Afrique. Pour nous qui avons peut-être eu le privilège d'y séjourner pendant 1 mois, 2 mois, l'hiver, c'est quelque chose d'in'imaginable pour un Africain. Si vous n'êtes même pas bien préparé, vous pouvez laisser votre peau. Or, vous imaginez bien combien de ménages ne disposeront plus de chauffage au gaz. Je ne sais pas comment ces ménages arriveront à se reconvertir. Ça ne passe pas. Maintenant, les conditions sont telles que le gaz américain coûte trop cher. Ne croyez pas qu'ils ont un niveau de vie particulièrement élevé, parce que déjà les impôts seuls vous coûtent extrêmement cher. Donc ce n'est pas comme ici en Afrique où je peux vivre sans payer les impôts. Au Cameroun, moi je peux vivre sans payer les impôts, sauf en cas de contrainte, quoi. Mais là-bas, ce n'est pas possible de vivre sans payer les impôts. Et pour payer les impôts, la contrepartie, c'est que l'État met à votre disposition un maximum d'outils pour que vous vous sentez à l'aise et pour justifier ces impôts. Donc, vous imaginez qu'au-delà de l'absence de l'énergie qui est déjà en cours, parce que les stations commencent à être privées de pétrole, de carburant, quand il va s'ajouter dans le gaz, et le gaz en Europe n'est pas vendu dans les bouteilles comme chez nous, le gaz en Europe est canalisé exactement comme de l'eau. Donc vous comprenez que c'est un produit de grande nécessité qui est disponible en temps et en heure et partout. Et comme il n'y en aura pas, moi je suis en train de voir une révolte qui n'a jamais eu lieu sur Terre depuis que le monde existe. Parce que les peuples occidentaux sont habitués à la facilité. Nous sommes résilients. Parce que si je ne peux pas m'alimenter au gaz, je peux m'alimenter au charbon traditionnel. Ou alors, à la rigueur, je peux même aller fouiller le bois. Je peux aller chercher le bois mort n'importe où et puis je peux faire la cuisine avec. En Europe, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je suis en train de voir
une mutation extrêmement profonde et qui sera extrêmement brutale, qui va survenir dans tous ces pays membres de l'Union européenne et naturellement de l'OTAN. Parce que leurs peuples ne leur pardonneront pas cela. Puisqu'aujourd'hui, les voix s'élèvent, les politiques s'élèvent, les organisations de la société civile, les voix de la société civile et des organisations, de la société civile et des acteurs politiques sont en train de s'élever. Il y a des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux où les députés, certains députés pointent sur eux de condamner les actions de leur gouvernement. Et ils le font parce qu'ils sont élus, ils représentent une fraction de ce peuple-là. Donc c'est ce que ce peuple-là pense. Je pense simplement que nous sommes à la fin d'une ère et c'est irréversible. Tout ce que les dirigeants européens ont posé comme acte, au lieu d'ouvrir les négociations et de respecter les accords des Minsk depuis le 24 février, dont la date de déclenchement, l'opération spéciale de la Russie va la retomber sur la tête, mais avec une violence extrême, parce que même les populations occidentales, nous risquons de ne pas les reconnaître à travers les manifestations qui s'annoncent de ce côté-là. Voilà, donc vous êtes connecté sur For You Media Africa et puis l'ensemble de son réseau. Nous parlons notamment du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, la Russie qui accuse donc le Royaume-Uni d'avoir dirigé et coordonné ces différentes opérations. Les codes d'accès sont déjà affichés. Vous pouvez contribuer donc pour faire part de votre rapport au cours de ce rendez-vous via le plus 237 693 549 668 ou encore Skype For You TV Afrique. Vous pouvez aussi nous joindre au plus 64 9 889 05 26 ou tout simplement laisser votre contribution par message en commentaire sur la page Facebook du For You Media. Voilà, donc nous y revenons d'épée pour parler de cette question de sabotage justement qui a été fait. Il est tout à fait normal que le Royaume-Uni puisse se défendre comme ne se reconnaissant pas dans cette question, mais est-ce que cela pourrait être d'une façon justifiée quand même pour le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne de ne pas se reconnaître derrière ce sabotage? Oui, c'est normal que le Royaume-Uni se défende parce que, n'ayant pas été prise la main dans le sac, elle peut faire dans la distraction, dans la diversion. Mais la réalité est là, les preuves sont suffisantes pour qu'elle soit indexée et accusée d'avoir mené et implémenté ces actes de sabotage. Donc on ne peut pas prendre pour parole d'évangile, leur position, mais ce qui est certain, la Russie n'a aucune raison de saboter, c'est parce que la Russie n'a aucune raison de saboter Nord Stream 1, Nord Stream 2, simplement parce que c'est elle qui gagne de l'argent directement auprès des pays occidentaux. Ceux qui l'ont saboté ne peuvent être que les occidentaux eux-mêmes qui, comme je le disais tantôt, sont tirés une balle dans le pied et aujourd'hui ils sont obligés de se battre pour faire croire qu'ils sont indemnes, que ce n'est pas eux qui assument la responsabilité. Pourtant, ils ont agi aux ordres de leurs partenaires stratégiques, les USA. Voilà, donc on prend notre premier appel, Zarfel depuis l'Allemagne. Bonsoir monsieur, bon début de semaine. Zarfel, n'est-il pas avec nous? Oui, baissez votre récepteur là, on reçoit notre canal, notre fréquence. Oui, bon, la connexion est pas beaucoup ce soir, mais je vais essayer si vous m'attendez, c'est ça. Bonsoir, ouais, journaliste. Votre nom est tellement compliqué que je n'ai pas encore maîtrisé votre nom. Et je salue votre invité qui est sur le plateau avec moi. Et je salue tous les techniciens qui font vraiment un travail que nous puissions regarder cette télévision. J'aimerais d'abord vous faire une parenthèse pour me permettre parce que... Est-ce qu'il est possible que vous baissiez le récepteur où vous vous trouvez? Vous avez fait une émission qui n'a pas été achevée, qui a été boycottée par les Français, je pense bien, parce qu'on n'a pas pu terminer l'émission et la télévision a été coupée. Ça c'est clair. Mais je vais vous dire une chose, parce que tous les politiciens, tous ceux qui viennent sur le plateau des médias aujourd'hui, comment dire, panafricains, vous ne parlez pas ce que les Français nous font aujourd'hui.
Parce que les Français viennent aujourd'hui en Afrique, ils ont trois choses à prendre. C'est-à-dire que dans ces trois choses, ils récoltent l'argent rapidement. Et cet argent leur permet de faire des coups d'État en Afrique. Je vais citer ces trois choses qu'ils utilisent aujourd'hui. Ils utilisent la communication, le téléphone, et l'énergie et l'eau. Et ce sont ces trois trucs-là qu'ils maîtrisent aujourd'hui. Et nous-mêmes, les Africains, on les laisse dans la main de ces Français et qui sont les propriétaires de ces choses-là. Or que nous-mêmes, on pourrait le faire. Même si on ne peut pas le faire, on peut quand même, si on cherche des nouveaux partenaires, on peut trouver d'autres partenaires pour venir et comment s'occuper de notre énergie et de notre eau et comment on a la communication, l'Internet. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces choses-là, on met ça de côté, mais on parle toujours politique. Or que ces Français, ils viennent seulement pour piller les Africains, surtout sur l'Internet, sur le téléphone. Regardez aujourd'hui, en Europe ici, l'Internet aujourd'hui ne coûte rien. Mais aujourd'hui en Afrique, où se trouvent aujourd'hui ces sociétés françaises, ces sociétés françaises qui sont là aujourd'hui, en train de piller l'Afrique avec toutes ces choses-là, mais personne ne parle de ça. Moi, je suis désolé. Bien sûr que nous allons parler de la politique, mais ce qu'ils prennent notre argent pour nous venir faire du mal, là, on ne parle pas de ça. L'Éternel aujourd'hui, comment dirais-je, il n'y a pas aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas une maison où vous-même qui êtes là, avant de parler avec votre frère à Douala ou dans le même quartier, vous avez des problèmes. C'est-à-dire que le Français qui est là, il ne met pas ce qu'il faut pour qu'il puisse servir, les clients de ce pays-là. Alors, donc, il est temps maintenant que nous changeons aussi des partenaires avec ces gens-là pour que nous puissions avoir notre communication propre. Alors, nous avons des techniciens qui ont la même hauteur, qui ont le même niveau d'études avec ces ingénieurs, mais on les met de côté et on s'en va chercher des Français pour venir nous donner de la merde. Alors, moi, quand je vois que nous avons des problèmes de communication et dans la même ville, on ne peut même pas chercher comment communiquer et on paye plein d'argent pour ces Français. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et l'eau encore, ça, c'est grave. Et on parle de choses comme l'eau et ce qui est là encore, l'eau, l'électricité, et puis sur-dessus, j'ai oublié, de l'autre côté là. Alors, donc, il est temps que nous parlions, maintenant, on met ça sur la table pour que ces ministères qui occupent, qui ont le pouvoir sur ces choses-là, sur ces trois choses-là, puissent mettre l'accent pour qu'on change. Comment, ici, moi, je peux me promener avec mon téléphone, j'ai la communication, je peux communiquer n'importe où, je n'ai pas besoin d'être à la maison, ou je n'ai pas besoin d'acheter des passes pour appeler mon parent. Je parle avec vous, si je suis au dehors, même hors de ma maison, je peux communiquer avec vous. Ça, il n'y a pas de problème. Et en Afrique, ce n'est pas ça. Il faut payer tous les passes. Et chaque seconde, les gens payent des passes. Ce sont des milliards qui rentrent dans ces caisses de ces sociétés françaises. Et on ne parle pas de ça. Alors moi, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pourquoi j'ai appelé, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Mais chaque fois que je vais parler de ça, j'oublie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai mis ça devant avant que je parle de votre sujet que vous avez mis sur la table. Parce que le boycott dont vous parlez aujourd'hui en Europe, ici, avec le gaz russe, ce sont eux-mêmes. Ce sont eux qui veulent se faire du mal. Parce qu'aujourd'hui, le russe, lui, il peut vendre son gaz aujourd'hui à n'importe quel pays où il peut gagner de l'argent. Parce qu'en faisant ça, les gars, les Français, ils pensent qu'ils sont plus malins. Dans ces jours, ils ont eu des problèmes avec les Allemands. Parce qu'ils veulent tromper les Allemands. Tandis qu'eux, ils sont en train de négocier en Afrique pour aller mettre des guerres pour qu'ils puissent avoir le gaz ou le pétrole là-bas. Les Allemands, ils n'ont pas de choses où ils vont aller pour créer ces guerres-là. Donc, les Allemands n'étaient pas contents avec eux. Voilà le problème. Donc, quand il y a des choses, ce genre de trucs, ils sont en train de se piétiner les orteils. Nous, on fait quelque chose, applaudir. On dit quand deux couteaux se battent là,
le compte se met à l'écart. Ça, je m'arrête là. Merci. Pour ce coup de gueule que vous avez évoqué, tenez-vous tranquille, For You Media Africa, dans son positionnement et sa quête de veille de conscience panafricanisme, et surtout d'accompagner les pays africains et les dirigeants à faire face aux forces obscurantistes impérialistes. Nous y prenons en compte vos suggestions, vos propositions, et la direction générale et la direction des médias y travaillent pour que l'Afrique soit libre et fière notamment de ce que nous pouvons faire. Donc rassurez-vous, la thématique forcément sur les communications et autres pourrait être mise ou serait même au cours de nos rendez-vous, quels qu'en soient les programmes, pourvu que cela puisse parler davantage et faire interpeller nos responsables. Je vais revenir à vous. C'est vrai qu'on avait déjà presque évacué la question que vous avez évoquée tout à l'heure. Maintenant, il y a clairement cet impact qui va se ressentir au point que il a même commencé d'ailleurs à avoir ses effets aujourd'hui. Est-ce qu'à ce niveau où nous sommes, ça va davantage corser la relation entre la Russie et le Royaume-Uni, la Russie peut-être avec l'Europe de manière générale, ou encore peut-être avec les États-Unis? Toujours est-il qu'on a comme l'impression que ce Royaume-Uni-là, au départ, ne présentait pas clairement son visage, mais jouant un peu une sorte de coq en jambe. Aujourd'hui, le visage est clairement présenté comme étant l'un des pions même qui agit en coulisses pour le compte notamment des forces de l'OTAN. Vous savez, la plupart des pays membres de l'OTAN sont des pays aux économies extrêmement extraverties, au premier rang desquels la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, mais parmi tous ces pays, et même les États-Unis, parmi tous ces pays, c'est la France qui est un peu comme ce qu'on peut considérer comme le loup dominant, parce que c'est la France qui est le cheval de Troie, qui attaque, vient tuer Kadhafi et attire les autres membres de l'OTAN. On veut les piller. Voilà. Attire les autres membres de l'OTAN. Donc ce qui se passe, aujourd'hui, la France a pris un peu de recul, certainement parce que la pression sociale est extrêmement forte sur les dirigeants français. Macron ne fait plus de sorties tintamarrettes. Vous conviendrez avec moi que ça fait quand même un bon bout. Là, on entend Macron évite même de parler des histoires de l'Ukraine parce que certainement il a compris qu'il avait affaire à plus fort que lui. Il ne peut plus faire marche arrière, mais il préfère faire le mort. Parce que là, Macron est en train effectivement de faire le mort. Maintenant, la Grande-Bretagne essaie donc de prendre le relais pour passer à l'offensive à la place de la France, parce que vous vous rappelez que c'est la Grande-Bretagne, c'est la France qui en fait jouait le VRP de l'OTAN auprès aussi bien de l'Afrique que du reste du monde. Aujourd'hui, comme les résultats ne tardent pas, on peut considérer le rôle de Macron comme ayant été couronné d'un échec, puisque rien n'a bougé, les lignes n'ont pas bougé, au contraire, la Russie a renforcé sa position et son aura au-delà de l'espace européen, par exemple en Afrique. Et voilà Lula qui vient d'être réélu du côté du Brésil. On va évoquer cet aspect tout à l'heure. Donc vous comprenez que la Grande-Bretagne se comporte là comme comme cette puissance-là qui veut sauver le soldat. Le soldat OTAN. Le soldat OTAN. C'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte toutes ces puissances de l'OTAN. L'OTAN, ce n'est pas un pays, c'est un groupe de puissances militaires dont certaines sont plus puissantes que les autres, mais à leur tête quand même les États-Unis, qui en fait profitent de sa posture dominante, de sa position dominante pour dicter sa loi en fonction de ses intérêts. Aujourd'hui, les Occidentaux, les Européens se rendent compte qu'en réalité, ils sont jusque-là les États-Unis se servent d'eux pour asseoir son hégémonie, même sur leur propre territoire. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des pays qui essaient de plus en plus de prendre du recul par rapport à l'OTAN. Mais la Grande-Bretagne, qui, faut-il le rappeler, a quand même été la puissance coloniale des États-Unis avant qu'ils deviennent la puissance dominatrice de la Grande-Bretagne, est toujours obligée de s'allier sur les positions américaines. Pendant que la France apparemment est en train de prendre un peu de recul, enfin, ce qui semble se dessiner. Mais maintenant, ces pays, l'OTAN a la malchance d'avoir en face une puissance que l'OTAN même ignorait. Parce qu'en réalité,
fort de son arrogance, l'OTAN ne savait pas qu'est-ce que c'est que la Russie de Poutine. Aujourd'hui, l'OTAN est simplement dépassée par la capacité, la puissance de feu de l'armée russe, mais aussi le degré de nationalisme ou alors de patriotisme du peuple russe. Parce que pour contourner, pour déstabiliser un État, les pays occidentaux ont eu recours à la manipulation des masses critiques pour pouvoir créer des soulèvements populaires, comme ce fut le cas dernièrement la tentative avortée avec l'Iran, où ils sont allés créer un faux problème pour essayer de pousser le régime iranien à bout, mais là la situation a été maîtrisée. Même en Russie, vous voyez, quand vous lisez, vous faites le monitoring de toutes les informations concernant la guerre, l'opération spéciale russe, vous trouverez toutes les petites informations que les gars essaient de distiller pour dire qu'il y a des militaires russes qui abandonnent justement peut-être on va dire des armements ici par là. Voilà. Or, c'est simplement de la manipulation. La Grande-Bretagne, qui essaie de reprendre la main en faveur, après le désistement qu'on réalise aujourd'hui de la France et d'autres petits pays, essaie donc de passer à l'offensive. Mais malheureusement, elle vient d'être aussi mise à nu parce qu'on a découvert clairement, les services spéciaux russes ont découvert clairement que c'est elle qui a piloté les attaques terroristes contre les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Ce qui permet aux Russes aujourd'hui de traiter la Grande-Bretagne comme étant un État terroriste. Et à ce titre-là, sur le plan en ce qui concerne la justice internationale, on est quand même certain que les Russes vont rebondir dessus pour pouvoir la rappeler à l'ordre et l'embarrasser, même au niveau du Conseil de sécurité, parce qu'il y a une certitude. Les Russes disposent de tous les éléments probants pour démontrer que l'attaque a été fomentée par la Grande-Bretagne, qui voulait justement faire porter le chapeau à la Russie. Mais la Grande-Bretagne, comme je disais, les pays de l'OTAN ne connaissent plus la Russie. La Russie s'est totalement métamorphosée. Et ils continuent à penser que c'est la Russie, c'est l'URSS d'antan qui a été manipulée sous l'ancien président qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, la Russie de Poutine, Vladimir Poutine n'est plus cette Russie. La Russie de Poutine rêve de sa grandeur d'antan, des tsars Pierre le Grand, Nicolas et autres, et l'impératrice Catherine Première. Donc, les docteurs n'ont jamais intégré cet aspect-là sur la volonté de Poutine de redonner à la Russie ses lettres de noblesse au sein du Conseil des Nations. Et mal est en train de leur en prendre. Et les pays occidentaux, membres de l'OTAN, risquent de payer le prix extrêmement cher avec une chute, avec la dégringolade. Une chute vertigineuse. Une chute vertigineuse. Une chute justement vertigineuse avec, au regard de l'évolution des opérations, ou alors de l'actualité dont il est question, de l'opération spéciale en Ukraine. Parce que la Russie ne considère plus ces pays-là comme étant des États. Il les considère plus comme des États amis ou alors des États partenaires, mais comme des ennemis. Puisque tous ces pays occidentaux membres de l'OTAN se sont tournés contre la Russie, et la Russie a développé des stratégies telles qu'elle sait qu'elle n'a pas affaire à l'Ukraine, mais qu'elle a affaire à tous les pays de l'OTAN, et elle est prête et elle s'est préparée dans cette perspective avant même le lancement des opérations spéciales. Je crois qu'hier, il y a eu un tir de 50 missiles de précision sur des installations énergétiques, des infrastructures énergétiques du côté, dans plusieurs villes ukrainiennes. Ce qui aujourd'hui, pendant que nous on a la lumière ici, il y a des villes ukrainiennes qui n'ont plus de lumière ni d'eau, parce que la Russie a organisé une riposte qui sonne là comme l'un des derniers avertissements avant l'arrivée de l'hiver. Voilà, donc il nous reste encore une dizaine de minutes. On va tenter d'en bénéficier avec deux questions assez importantes. Revenons d'abord sur la réaction de Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui était donc face à la presse ce mardi. Il a souligné donc, ou du moins, il s'est insurgé contre le silence des capitales européennes suite donc à cette infraction criminelle du Royaume-Uni sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 et qui sont restés bouche bée sans rien dire.
C'est normal, c'est des partenaires, c'est des brigands. Tous ces capitales européennes, membres de l'OTAN, constituent ce qu'on peut appeler une coalition de pays terroristes. Du moment où l'un de leurs partenaires est désavoué ou alors mis à découvert, ils n'ont aucun intérêt d'emboîter le pas. Voilà pourquoi on n'assiste pas à des déclarations, mais la France ne peut pas faire des déclarations, parce que ce qui est certain, les services spéciaux des pays membres de l'OTAN étaient au courant du sabotage des gazoducs, mais comme ils sont tenus par le secret et par des intérêts, ils ne peuvent pas condamner la Grande-Bretagne, qui agit pour le compte naturellement des États-Unis. Mais aujourd'hui, on découvre simplement, comme je le disais d'emblée au début de ce plateau, qu'il n'y a pas que les Africains de souffrir pour suivre le syndrome de Stockholm, mais on découvre finalement à la faveur de cette guerre, de cette crise ukrainienne, que les Occidentaux en souffrent plus que nous les Africains, parce qu'au moins nous pouvons choisir de nouveaux partenaires aujourd'hui, nous détourner de la France par exemple pour la Russie, ou alors pour l'Iran ou pour la Chine. Les Occidentaux n'ont pas cette capacité de manœuvre, et à ce titre-là, les États-Unis continueront à marcher sur les pays membres de l'OTAN, tout le temps que l'OTAN existera, à défaut que certains pays, d'ailleurs en France il y a des voix qui s'élèvent déjà et qui réclament la sortie de la France de l'OTAN. Il y a des voix qui sont en train de s'élever, et tous les pays membres de l'OTAN sont en réalité considérés par les Américains comme étant leur caniche. Voilà donc la dernière, celle qui vous donnera un peu un temps de pouvoir analyser. On fait un décompte pratiquement de 7 à 6 minutes pour sortir. Alors, vous parliez du changement de la géopolitique, où on va basculer avec notamment la fin des forces impérialistes au profit notamment de forces qui sont dites des forces communes, afin de donner la liberté, la possibilité aux uns aux autres, même qui étaient des petites puissances, de pouvoir vivre pleinement de ce qui leur revient, le cas par exemple de l'Afrique. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Lula, le nouveau président du Brésil, qui a donc battu son adversaire Bolsonaro sur un score de 50,9 contre 49,10, écartement d'un pourcentage. Et l'on s'est étonné notamment de la position de Lula pour soutenir la Russie, puisqu'il a d'ailleurs eu à condamner justement les forces de l'OTAN, également l'Ukraine. On a d'un côté, il y a un passage il y a quelques jours, ou sinon quelques heures, de l'ambassadeur de Chine sur un plateau, notamment d'un média français, LCI, pour ne pas nommer ces médias, et qui c'est un sujet notamment sur la politique, notamment européenne, également de l'OTAN, vis-à-vis de la Russie. On comprend clairement que ça commence à se serrer d'un autre côté, se soude entre les BRICS, qui apportent de soutien à leurs partenaires. Revenant sur Lula, il faut rappeler à nos téléspectateurs et nos téléauditeurs que Lula est à la base de la création des BRICS avec justement Vladimir Poutine. Donc c'est un partenaire de longue date qui a toujours cru à un monde multipolaire. Donc Lula est un acteur politique majeur en Chine, au Brésil. Le Brésil, c'est plus de 150 millions d'habitants. Ça fait 2 fois la population, ou 2 fois et demi la population de la France. Vous savez, c'est des pays qui sont trop fiers de leur souveraineté et qui pensent qu'ils ne peuvent pas jouer les figurants, contrairement à certains pays africains qui se cachent derrière qui se cachent sous les jupons de la France pour exister. C'est des pays qui jouissent d'une marge de manœuvre énorme sur le plan en ce qui concerne leur souveraineté. Donc, la société Lula, même pendant sa campagne, Lula a fait la campagne, ce que peut-être nos téléspectateurs et téléspectateurs ne savent pas, en apportant déjà, en promettant un soutien ferme à la Russie. Parce que, selon Lula, la Russie est l'espoir d'un monde meilleur, un monde juste et un monde davantage humanisé. Voilà pourquoi il apporte son soutien à la Russie. On va même se dire qu'il ne va même pas condamner, hein, il ne va pas appliquer des sanctions. Il a refusé, même son prédécesseur, il a refusé d'appliquer ces sanctions. Donc ils sont révoltés. Tous. Donc vous comprenez que là, c'est plutôt le peuple brésilien qui aujourd'hui est en phase avec ses dirigeants. Mais maintenant, le processus de rapprochement va davantage s'accélérer parce que Lula était à la base de la création des BRICS avec justement la Russie. Vous convenez avec moi que tel qu'il est en train d'aborder sa magistrature, nous allons assister à une accélération du rapprochement, une accélération d'un rapprochement stratégique vis-à-vis de la Russie et même une consolidation
avec l'entrée d'ailleurs annoncée d'autres pays qui sont en train de toquer à la porte là pour rentrer dans les BRICS. Pour revenir sur la Chine, vous avez vu l'attitude de l'ambassadeur chinois face aux journalistes français qui a tenté de le manipuler, et tout de suite le monsieur l'a encadré. L'ambassadeur de Chine en France l'a encadré et lui a imposé le tempo. Et le monsieur s'est retrouvé suffisamment ridicule, je suis journaliste, face à un interlocuteur de celui-là, parce qu'il a voulu le traiter de loup guerrier. Et le gars en a ri. Parce que son thé, il lui a dit que non, c'est vous qui nous traitez de loup guerrier, c'est vous qui appelez loup guerrier, c'est pas moi qui m'appelle loup guerrier. Donc vous comprenez que c'est... Même les médias français sont corrompus. Les journalistes français sont extrêmement corrompus et ils jouent un rôle extrêmement ambigu dans le processus de domination de la France vis-à-vis du reste du monde. Or, là, en face d'un Chinois, il n'avait pas d'écoudée franche. J'ai beaucoup apprécié, même la chute. Il lui a dit, lorsque la Chine va se réveiller, oui, c'est le monde qui va gagner de la confiance. Voilà. Donc, vous comprenez donc qu'il n'avait pas en face de lui un enfant de cœur. Et ça, sûrement, c'est le sentiment que le milliard et demi, ou alors le peu de milliard et demi de Chinois ont vis-à-vis de la géopolitique des relations internationales. Parce qu'en Chine, on ne devient pas ambassadeur parce qu'on est beau, parce qu'on est professeur agrégé. On devient ambassadeur parce qu'on est d'abord une personnalité politique de premier rang. Vous comprenez un peu. Donc, je pense qu'il était important d'évoquer cet aspect-là. Vous comprenez que de plus en plus, l'Occident va se retrouver marginalisé. Ce qui est certain, ça je puisse mettre ma main au feu, au lendemain, avant la fin de l'opération spéciale russe qui est en cours en Allemagne. En Ukraine. En Ukraine, pardon. L'Occident va se retrouver suffisamment isolé et ce sera la consécration de la chute, de la dégringolade de l'Occident et de la fin de l'impérialisme occidentalo-américain vis-à-vis du reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez Lula, lorsque vous suivez cet ambassadeur dont nous parlons, vous êtes d'accord avec moi qu'ils en ont marre. Ils en ont marre, ils ne veulent plus de cette domination tous azimuts de la puissance occidentale des Américains sur le reste du monde. Ils ne sont plus prêts à accepter que les Américains dictent leurs lois. Il a même rappelé quelque chose à la France et même aux États-Unis par rapport à tous ces morts que les États-Unis sont allés provoquer en Afghanistan, en Irak, en Libye et partout dans le monde. Donc, vous comprenez que le monde en a marre. Il y a les puissances émergentes en ont marre. Et elles se sont organisées pour avoir des moyens d'affronter aux besoins, même militairement, les pays de l'OTAN et les États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'Ukraine est déjà une esquisse de ce que ces puissances réservent au reste, aux puissances impérialistes pour imposer, pour ramener le monde au multipolarisme. Donc, les deux exemples évoqués, c'est à savoir Lula et l'ambassadeur de Chine en France. Et le ministre chinois des Affaires étrangères. L'ambassadeur chinois en France nous conforte dans cette approche qui voudrait que, à l'issue, même l'Afrique, l'Afrique n'est pas du reste, parce que la preuve c'est que l'Afrique n'a jamais soutenu l'OTAN. De manière formelle, il y a quelques bébés galeuses qui ont pu le faire, qui ont pu donner leur voix, mais la majorité des pays africains ont voté soit contre, soit non même pas participer au vote, comme le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais participé au vote au nom du refus de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Donc, la guerre qui se passe en Ukraine nous réserve pas beaucoup de surprises, mais la principale surprise, c'est que nous allons passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, et c'est à l'avantage de l'Afrique. Il reste maintenant à l'Afrique de pouvoir tirer les marrons du feu, tu dois tirer le meilleur parti de cette situation, parce que nous n'avons plus qu'hier le choix, l'obligation de choisir nos nouveaux partenaires. Nous ne sommes plus obligés de rester dans les jupons ou les camisoles de la France. Voilà, merci. Ce fut une émission très intéressante. On aurait certainement voulu continuer, mais dans un autre cas, voici, on évoquera, pourquoi pas, ces questions géostratégiques de ce changement de monde aujourd'hui, d'unipolaire au multipolarisme. Merci, EDP, d'avoir fait le déplacement pour contribuer avec nous sur cette question entre la Russie et les autres forces impérialistes. Merci Florent, et surtout merci à nos téléspectateurs et téléauditeurs qui, une fois de plus,
ont consacré de leur temps pour suivre nos commentaires et nos analyses dans le cadre de ce programme qui s'achève. Merci également à la réalisation qui est portée la signature de Signé Pierre. Merci à Yannick, à son Yannick donc pour les caméras. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver pour notre rendez-vous. Ce sera certainement, par la grâce de Dieu, demain. Pour l'heure, prenez juste dans une vingtaine de minutes rendez-vous avec le point de l'actualité. Vous aurez donc tout l'essentiel à comprendre au cours de ce rendez-vous. Le monde bouge d'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. For You Vision, another view of the world. For You Télévision, une autre vision du monde.